Salut Judith, comment ça va? Ça va bien, Annabelle, toi? Oui, très bien. Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Judith. C'est tout. C'est ça. Non, Judith Lavoie, je suis prof à l'Université de Montréal depuis 23 ans. Puis, j'enseigne la traduction juridique et les difficultés du français écrit. Et toi, tu as écrit un livre. Oui, ça s'appelle « C'est écrit dans la marge ». Et le sous-titre, c'est « Chronique linguistique déjantée ». Chronique linguistique, donc c'est des chroniques de langue. Et déjanté, c'est que c'est un peu fou. Pas très sérieux, mais un peu sérieux, mais pas trop, juste assez. C'est Mathilde de 5 mars qui a fait l'illustration de la couverture. Elle s'est inspirée de mes chroniques pour faire ça. Donc, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Là, elle a un compte Insta, là, un Facebook. Ce qu'elle fait, c'est tellement beau. J'ai pas une approche normative. J'ai pas une approche prescriptive. J'ai une approche descriptive, légère, sans jugement. Je les ai publiés avant dans un petit journal communautaire des Laurentides, le Skizdi. Donc, c'est ça, ça a commencé comme ça. Puis, je continue encore, d'ailleurs, de publier dans le petit journal, dans le Skizdi, même après avoir publié le livre. Puis, c'est ça. Donc, le recueil contient 65 chroniques qui se sont échelonnées, là, c'est ça, sur 6 ans. Puis, c'est des chroniques de mots. Tu sais, c'est des chroniques sur les mots, sur la langue, sur mon amour des mots. Je parle de plein de choses. J'ai abordé les mots croisés, les figures de style, les polices de caractère, les anglicismes, le signe graphique, l'esperluette, du participe passé, du mode impératif, de l'accord des adjectifs de couleur, de la traduction automatique. Donc, en gros, les sujets qui sont traités dans le livre, c'est ça, mais toujours, il faut se rappeler avec de l'humour puis de manière quand même légère. Puis, j'ai quelques questions pour toi sur le français. Puis, on va commencer par, c'est quoi l'étymologie? C'est le fait de raconter l'histoire des mots, l'origine des mots, de comprendre d'où viennent les mots. Puis moi, c'est comme un réflexe vraiment naturel que j'ai. Ça m'aide à comprendre, de remonter aux sources. Puis je pense que dans mes cours aussi, je fais ça. Tu sais, je remonte. Et puis là, je vais donner un exemple d'un mot au sujet duquel, une fois qu'on connaît l'étymologie, tout s'éclaire, tout s'illumine. Donc, c'est au sujet du mot « m'aider », donc qui est l'appel de détresse, là, l'appel au secours dans l'aviation. Le mot « m'aider », ça s'écrit M-A-Y-D-A-Y. Puis là, on se demande c'est quoi le rapport avec « au secours »,« help »,« à l'aide ». On se dit, il n'y a pas de lien. Puis, ça fait penser au jour de mai, m'aider, le mois de mai, le jour du mois de mai. On se dit, c'est quoi le rapport aussi? Il n'y en a pas! Il n'y a pas de rapport avec ça. L'appel de détresse m'aider, il est apparu dans les années 1920, parce qu'on est dans les années 2020. Donc, dans les années 1920, à cette époque-là, il y avait beaucoup de trafic, il y en a sûrement encore beaucoup, du trafic aérien au-dessus de la Manche, donc entre l'Angleterre et la France. Puis, on cherchait un mot dans l'aviation pour un appel à l'aide, pour faire un appel à l'aide. Le mot SOS existait déjà, on s'en servait dans les télégraphes. Mais si on le disait à voix haute, aurait peut-être fallu dire S comme Suzanne ou S comme Sierra, que sais-je, et pour le distinguer du F, parce que S, F à voix haute, ça peut être un peu mêlant. Donc, on cherchait un mot court qui serait facile à distinguer, à reconnaître sur les ondes radio. Puis là, Friedrich Stanley Mockford, c'est lui qui aurait pensé à... Je ne sais pas comment ça se fait, il devait parler français, en tout cas, qu'importe. Il aurait pensé à « Pouvez-vous m'aider? » M'aider. Et on aurait transcrit avec la phonétique anglaise « m'aider », M-A-Y-D-A-Y, mais ça viendrait de « m'aider ». Pouvez-vous m'aider? Ça a été la découverte du siècle. Puis, c'est ça. J'ai d'autres exemples dans le livre d'étymologie, là, mais... je ne voulais pas trop m'étendre sur le sujet. Est-ce que les rectifications orthographiques, c'est récent? C'est pas si récent. Les dernières datent de 1990. Donc, ça date un peu. Mais puis, en plus des rectifications de l'orthographe du français, il y en a eu d'autres dans l'histoire de la langue française. Il y en a eu plusieurs, des changements. Dans la 3e édition du Dictionnaire de l'Académie française, donc on est en 1740,
le tiers des mots ont changé d'orthographe en 1740. Alors, les changements de 1990, il ne faut pas trop s'énerver avec ça. C'est pas la grosse affaire. Mais, puis là, il donne des exemples. Le mot « trône », par exemple, qui s'écrivait T-H-R-O-N-E, va s'écrire à partir de la 3e édition T-R-O, accent circonflexe, N-E. Le mot « fièvre », il ne s'écrivait pas avec l'accent grave. Il s'écrivait F-I-E-B, comme bébé, V-R-E, sur le modèle du mot latin « febris ». Febris, je ne sais pas comment on le prononce. Mais là, à partir de la 3e édition du dictionnaire de l'Académie française, on l'a écrit avec l'accent grave. On a enlevé le B. Donc, c'est devenu F-I-E, accent grave, V-R-E. Juste pour montrer que des rectifications de l'orthographe, il y en a eu d'autres dans le passé. Et donc, ça a changé souvent, l'orthographe du français. Alors, c'est un peu normal que ça continue d'évoluer. Puis, celle de 1990, leur but, c'était... Bien, il y en avait plusieurs, mais entre autres, c'était d'uniformiser l'orthographe, de rectifier des anomalies qu'il y a dans l'orthographe du français, qu'on pense au mot « règlement » et « réglementation ». Réglementation, ça s'écrit traditionnellement avec l'accent aigu. Réglementation, mais c'est pas comme ça qu'on le prononce. Règlement, lui, s'écrit avec l'accent grave. Alors, les rectifications de l'orthographe sont venues corriger cette espèce d'anomalie-là, et plein d'autres. Le tréma, par exemple. Traditionnellement, on met le tréma sur la lettre qui suit celle qui doit être prononcée. Alors, ambigu au féminin, disons une conversation ambiguë, ça s'écrit G-U-E, avec le tréma sur le E. Ça signifie « prononce le U qui précède, toi lectrice ou toi lecteur ». Dans les rectifications de l'orthographe, on met le tréma sur la lettre qu'on prononce, donc sur le U. Ça permet, c'est ça, de corriger plein de choses comme ça qui ne sont pas très, très intuitives là, pour une personne qui lit le texte. Et puis, bon, au sujet de la question que je me posais aussi par rapport à ce que tu me demandais, c'est est-ce que toutes les rectifications ont été adoptées, celles de 1990 par exemple? Non. Dans les rectifications qu'on proposait, il y avait l'idée d'enlever l'accent circonflexe sur le « i », sur la lettre « i » et sur la lettre « u ». Par exemple, dans le mois d'août, est-ce qu'on enlève le chapeau au mois d'août? Eh bien, j'ai fait une petite recherche rapide sur Internet. J'ai regardé la presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, et les trois écrivent le mois d'août avec le chapeau. C'est la vie. Et même chose pour connaître. Le verbe connaître, il prend son petit chapeau aussi, son accent circonflexe. Donc, les rectifications de 1990 n'ont pas été suivies pour ça, pour ces mots-là. On continue de les écrire comme on les écrivait auparavant. Le mot « événement », lui, il pose encore problème. Et dans la presse, on a adopté l'accent grave. Alors, on l'écrit comme on le prononce. E accent aigu, V, E accent grave, N-E, M-E-N-T. Super. Dans Le Devoir et dans le Journal de Montréal, on a conservé la graphie traditionnelle. Donc, on l'écrit « événement », même si on le prononce « événement ». Puis là, en me préparant pour ton podcast, j'ai continué de lire des choses et j'ai lu dans un ouvrage d'Henriette Walter, qui est une linguiste, qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Et le dernier qu'elle a écrit, il s'intitule « 2000 mots pour dire le monde ». Il est paru en 2022. Et là-dedans, elle raconte quelque chose de très drôle au sujet du mot « événement ». Imagine-toi donc qu'on revient encore à la 3e édition du dictionnaire de l'Académie française. Le mot « événement », il s'est écrit avec un accent aigu sur les deux « e » parce qu'on manquait de caractère avec l'accent grave. Tu sais, le « e » accent grave, c'est un caractère fondu ensemble, c'était une pièce unique, là, un caractère en plomb, tu sais, vraiment, avec le « e » accent grave collé après, là. Puis, il n'en avait pas fait assez parce que ça commençait les accents graves, les accents circonflexes. Alors, il en manquait. Donc, à événement, ils ont mis événement. Dans les exemples sous la vedette, là, dans l'entrée du dictionnaire, tous les mots sont écrits et événement. Après ça, le mot mère, si on regarde plus loin dans la même édition du dictionnaire, accent aigu parce qu'il manquait encore des accents graves. Alors, c'est écrit mère. Mais rendu au P, pour père, probablement que dans l'intervalle, il y avait eu le temps de refaire fondre des E accents graves, parce que là, père est écrit avec l'accent grave. Et dans les exemples qu'on trouve dans la définition du mot père, on a la phrase, attends, je l'ai noté,
il faut honorer son père et sa mère, et là, mère a l'accent grave. Donc, c'était juste probablement parce qu'il manquait des accents graves à événement et à mère. Puis ça, cette erreur-là, qui en est une au fond parce qu'on prononce vraiment événement, on écrit par exemple avènement avec l'accent grave, bien, on l'a conservé, l'erreur. Là, on a mis les 2 accents aigus dans toutes les autres éditions, sauf la dernière édition du Dictionnaire de l'Académie, où là, on a mis enfin l'accent grave. Et donc, on propose les 2 graphies, mais dans tous les exemples, sous le mot, tous les exemples ont l'accent grave. Accent aigu, V, accent grave, N-E-M-E-N-T. Donc, peut-être qu'il serait temps qu'on adopte l'accent grave. Puis ça ressemble un peu aussi au participe passé. C'est une erreur aussi que les moines avaient leurs plumes avec de l'encre. Puis quand ils ne savaient pas avec qui accorder, ben ils le laissaient comme ça. Fait que maintenant, il faut apprendre une règle qui est finalement une erreur, comme événement. Ouais. Puis une des choses aussi qui fait polémique, c'est les anglicismes. Oui. Est-ce que les anglicismes menacent la langue française? Bien, je vais répondre tout de suite qu'à mon avis, non. C'est sûr que c'est peut-être problématique pour ce qu'on considérait comme la qualité de la langue ou la norme du français, mais pas pour la survie, certainement pas. Selon Antidote, un anglicisme, c'est un fait de langue emprunté à la langue anglaise. On peut l'emprunter direct, on peut le traduire, on peut faire toutes sortes de choses, mais c'est large, mais c'est un mot qu'on emprunte à l'anglais. Donc, en soi, l'anglicisme n'est pas mauvais. Il n'est pas critiquable, il n'est pas fautif. C'est juste un emprunt. Tu sais, on a emprunté des mots à l'italien, on a emprunté beaucoup de mots à la langue arabe. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas non plus de problème avec les anglicismes, à la base. Puis là, je vais donner des exemples d'anglicismes qui sont passés dans l'usage, donc qui ne sont plus du tout condamnés ni fautifs. Aluminium, le verbe réaliser au sens de se rendre compte de quelque chose. Acronyme est un mot emprunté en anglais. Acronyme, qui est un mot sur les mots, mais ça vient d'un mot anglais. C'est trop drôle. Le mot chemin de fer, détecter, écotourisme, exoplanète, gratte-ciel, interférer, mot croisé, paquebot, qui viendrait de packet boat, prêt-à-porter, redingote, ça vient de riding coat, qui est devenu redingote. Roquette, pas la roquette, la laitue, ce qui se mange, mais la roquette, le projectile, ça vient de l'anglais. Souris, la souris de l'ordinateur, pas la souris à 4 pattes et poilue. Supermarché, transgenre, végétarien, vitamine, zonage, ils sont par ordre alphabétique. Donc, on s'en rend même pas compte, ils sont passés dans l'usage, ceux-là, alors ils dérangent plus personne. Il y en a qu'on remarque, qui, eux, ont gardé leur apparence, ils ont gardé leurs vêtements anglais, comme weird, insane, nice, cool. Moi, j'en dis des mots là-dedans, parce que je suis bien perméable aux mots que j'entends. Mais c'est sûr qu'en anglais, on dirait que c'est plus cool, justement. Il y a une facilité aussi, tu sais. Puis aussi, c'est le fait qu'on est en contact, là. C'est normal. Le français et l'anglais au Québec sont en contact étroit. C'est normal. Il existe, tu sais, on parle du franglais. Bon, ben, il existe un mot qui s'appelle le spanglish, parce que l'anglais aussi s'immisce dans l'espagnol, dans la langue espagnole. Il s'immisce aussi en allemand. C'est normal, là. L'anglais, en ce moment, c'est la langue de prestige, c'est la langue des communications internationales. Ça nous influence, puis on les dit. Les anglicismes relèvent d'un registre de langue familier. On ne va pas écrire de la même manière si on envoie un texto à notre meilleur ami que si on écrit une lettre de présentation pour une demande d'emploi ou une demande d'admission dans un programme ou peu importe. On va complètement modifier notre manière d'écrire en fonction de notre destinataire, en fonction de la situation de communication, en fonction toujours du contexte. C'est toujours le contexte qui prime. Mais pourquoi on les utilise, les anglicismes, même si on a déjà des mots qui existent en français? T'sais, à la base, on emprunte des mots pour différentes raisons, mais la plupart du temps, c'est parce qu'il nous manque le mot dans notre langue. C'est un enrichissement, là, quand on va chercher des mots dans d'autres langues, c'est parce que la réalité n'existait pas dans notre langue.
les gens réfléchissent pas. Tu sais, les locuteurs, on réfléchit pas, est-ce que je devrais utiliser ce mot-là? Tu sais, c'est spontané là, quand on parle, les mots sortent comme ça. Là. Donc, dans ce que j'ai lu, il disait que l'emploi des anglicismes, c'est quelque chose de spontané, que ça peut se faire aussi par économie. Donc, des fois, c'est le premier mot qui te vient à l'esprit, alors c'est lui que tu vas dire. D'autres fois, c'est par mimétisme. Tu l'as entendu ailleurs, alors tu vas le répéter. C'est quoi la distinction entre les verbes transitifs et intransitifs? La distinction entre les deux, c'est que les verbes transitifs sont des verbes qui prennent un complément, qui ont un complément. Alors, ça peut être un complément direct ou un complément indirect. Les verbes intransitifs n'en ont pas. Pas de complément. Puis, il y a des verbes qui peuvent être les deux à la fois. Pas en même temps, mais ça dépend du contexte. Mais par exemple, le verbe manger. Si je dis « je mange une pomme », là, c'est un emploi transitif du verbe manger. Il y a un complément. Je mange quoi? Une pomme. Emploi transitif. Si tu me dis, qu'est-ce que tu fais là? Puis que je suis en train de manger, puis que je te réponds, ben, je mange. Intransitif. Je mange dans l'absolu. C'est l'emploi intransitif du verbe. Il n'y a pas de complément. Puis c'est correct de le dire sans complément. Il y a des verbes qui demandent un complément, qu'on ne peut pas utiliser sans complément. Quitter, de nos jours, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais est un verbe qui demande toujours un complément. Quitter quoi? Quelque chose ou quelqu'un. On doit quitter quelque chose. Alors, on ne peut pas dire, normalement, on ne devrait pas dire « j'arrive bientôt, là, je quitte ». Non, je quitte le bureau, je quitte la maison, je quitte quelque chose ou je quitte quelqu'un. Puis il y a d'autres verbes qui sont complètement intransitifs, comme dormir. On ne peut pas dire dormir quelqu'un, je dors quelqu'un ou je dormir quelque chose. Tu sais, ça ne se dit pas. Et les abréviations, ça existe depuis combien de temps? J'ai l'impression que ça existe depuis toujours. Mais oui, les abréviations, on pense que ça fait pas longtemps que ça existe, là. Mais oui, ça fait longtemps. Les moines copistes du Moyen Âge abrégeaient les mots, déjà. Donc, ils mettaient des abréviations avec des lettres, là, ils faisaient des sigles, ou bon, de toutes sortes de façons. Bref, pour Praefectus. Et il y avait aussi Dominus, qui était abrégé en DN''S. Dins. Pour Dominus. Comme le font justement les jeunes aujourd'hui par texto, ils vont utiliser par exemple TKT pour dire t'inquiète, qui signifie en fait ne t'inquiète pas. Donc, on n'a rien inventé. C'est quoi un mot explétif et à quoi ça sert? Ben, ça sert à rien. Un mot explétif, c'est un mot superflu. Le ne, parfois, est un ne explétif. J'ai peur qu'elle ne soit déçue. On pourrait dire j'ai peur qu'elle soit déçue. On n'enlève rien au sens, mais on ajoute le ne à cause du verbe j'ai peur. Parce que c'est un verbe qui exprime la crainte. On ne voudrait pas que la personne soit déçue. On ne veut pas qu'elle soit déçue. Donc, on l'ajoute dans des contextes où on a l'impression qu'il devrait y avoir une négation. Puis aussi, moi, j'ai fait le parallèle avec notre tu au Québec, qu'on ajoute comme dans « ça se dit-tu, ça ». C'est un tu explicatif, c'est un tu superflu, c'est un tu qui ne sert à rien. Et c'est quoi les verbes défectifs? Ça veut dire défectueux. Ça vient de faire défaut. Alors, c'est des verbes dont la conjugaison est incomplète, comme si elle était défectueuse. Il y a des verbes qu'on n'utilise plus de nos jours, qui ont été remplacés par des verbes dont la conjugaison était plus facile, comme le verbe « issir », qui a été supplanté et remplacé par « sortir ». Issir, conjuguer le verbe « issir » à la première personne, au présent de la première personne, ça donne « j ». J apostrophe I-S. J, tu I. OK. Alors, c'est un verbe défectif. Issir. Tout ce qu'on a conservé de issir, c'est issu.
quelque chose qui est issu d'une autre chose, un mot qui est issu d'une autre langue, etc. Issu, c'est tout. Donc, issir est un verbe défectif. Mais il y a des verbes beaucoup moins compliqués que issir qui sont défectifs aussi, comme les verbes impersonnels. Neiger, pleuvoir, vanter sont défectifs parce qu'ils se conjuguent à peu près seulement à la troisième personne du singulier. Il vente, il neige, il pleut. On ne peut pas dire « je neige, tu pleut, nous ventons ». Et c'est quoi l'élision? Ah, ben ça, c'est pas très compliqué. Hein? C'est le fait de supprimer la dernière lettre d'un mot et de la remplacer par une apostrophe pour adoucir la prononciation quand deux voyelles se rencontrent et ou quand une voyelle et un H muet se rencontrent. Ce ne sont pas des amis, alors il faut leur mettre une apostrophe. Exemple, abondance, on ne dira pas la abondance, on va dire l'abondance. Alors, on va élider la lettre A du déterminant la et remplacer la lettre A par l'apostrophe. Même chose avec humain, qui est un H muet. On dit l'humain, on ne dit pas le humain. On remplace le E par une apostrophe. Et as-tu une expression québécoise que tu aimes bien utiliser? La première, c'est « opalaï ». Opalaï, wopalaï, on peut dire wopalaï aussi. Ça viendrait de « oups hein? ». Puis, ils ne sont pas trop sûrs. Dans Antidote, ils disent que l'origine du mot est incertaine. Antidote dit que ce serait peut-être issu du breton « opala », H-O-P-A-L-A, pour « oh là là », avec influence de l'anglais moderne « oops », que nous on écrit « oups », O-U-P-S. Mais, ce qui est drôle, c'est Fred Pellerin, dans une vidéo qui est sur YouTube, il a inventé une étymologie au opalaï, qui est vraiment intéressante. Alors, j'invite nos auditeuristes à aller voir la vidéo, écouter ça, c'est drôle. Mais oui, opalaï. Puis il y a différentes manières de l'écrire. Moi, je l'écris O-U-2-P-E-L-A-I-L-L-E, mais Antidote l'écrit O-U-P-E-L-A-Y-E. Plein de façons. C'est comme on veut. Puis l'autre expression que j'aime, c'est tigidou. C'est tigidou. Mais je la dis pas gros, puis je l'écris pas gros, donc je vais essayer de l'écrire plus. Mais tu sais, je réfléchissais à des expressions québécoises que j'aime. Tigidou en fait partie. C'est tigidou ou juste tigidou. Est-ce que je sais d'où ça vient? Dans le Grand Robert, ils disent « origine incertaine, peut-être formation onomatopéique ou altération de l'anglais ». Tigaidou, I don't know. Mais, puis l'autre expression, la dernière, c'est « ou bedon ». Bedon ou bedon. Ça, effectivement, pour une personne qui ne parle pas français, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Comme Tigidou ou Opalaï, d'ailleurs, c'est pareil. Bien, merci beaucoup d'avoir assisté au podcast. Merci à toi, Annabelle. Merci.